Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 13 décembre 2025 et nous voulons être fidèles à notre rendez-vous avec l'émission Grand Angle. Et je pense qu'avec l'information dans ce que nous avons, nous allons essayer de vous donner quelques informations et ensuite essayer de passer à la thématique principale. Mais nous insisterons déjà d'entrée de jeu sur les coups d'État. On en a entendu parler en Guinée-Bissau, on en a entendu parler au Bénin et je semble que l'Afrique revient avec les coups d'État. Je crois qu'il faut qu'un effort soit fait pour que les problèmes fondamentaux qui se posent aux problèmes africains soient résolus et que nous essayons d'agir pour que nous allions véritablement développer. Maintenant, s'agissant de l'émission d'aujourd'hui, nous allons donner quelques informations. La première information que nous allons donner relative à la journée du 9 décembre 2025. Pourquoi? Parce que c'est la journée internationale de la lutte contre la corruption. Lazare, moi non, asthénie physique, tu baisses fort, tu baisses fort. Vous le faisiez dans le jeu. Vous faisiez dans le jeu. Par rapport à tes zooms. Ça, c'est mon bureau. Dans l'eau. Dans l'eau. Yo, il y en a pas tout. Yo, il y en a pas tout. Porque no estaba ni con Et vous savez que le projet de société qui s'exécute au programme paiement se dénomme Ensemble poursuivant la marche, entendue marche vers le développement. Nous n'avons de cesse de dire qu'on ne peut pas rechercher le développement et tolérer la corruption, la fraude, la concussion, les détournements des deniers publics. Et malheureusement, dans le cas du Congo, on constate que les choses ne bougent pas. Et pourtant, notre indice de perception de la corruption est extrêmement préoccupant. Il a été pratiquement de 21 sur 100 en 2021, de 21 sur 100 en 2022, de 22 en 2023 et de 23 sur 100 en 2024. Donc, véritablement médiocre. Bon, je sais que le président de la haute autorité de lutte contre la corruption semble s'en réjouir parce qu'il dit que lorsque il est arrivé à la tête de cette institution, nous étions au rang mondial 165e et actuellement nous sommes 151e. Mais ça ne règle pas le problème. Vous voyez bien que par rapport à l'indice de perception de la corruption, et qui est véritablement médiocre, la situation est véritablement préoccupante. Et les choses ne bougent pas. Et c'est là où nous constatons assez souvent le paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait. Les déclarations des gouvernants sont extrêmement nombreuses, mais dans la pratique, rien ne bouge. Et moi, j'ai retenu une déclaration très forte, celle qui a été faite par le chef de l'État dans son message sur l'état de la nation en 2018, et il disait ceci: face aux défis économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni gros poissons, ni menu fretin. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice, sauf prévaudra la loi. Et nous constatons que rien ne bouge. Et comment on peut l'expliquer? D'autant que pour la plupart des Congolais aujourd'hui, le constat est fait que les gouvernants ont choisi de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers qui ont plongé le pays dans le chaos et dans la catastrophe, qui ont plongé les Congolais dans la souffrance, dans la misère et dans la pauvreté. Donc, c'est une véritable situation qui doit véritablement nous préoccuper. Et nous en sommes d'autant préoccupés que lorsqu'on élabore des documents aussi importants comme la loi des finances 2026,
Mais on n'a pas retenu la lutte contre la pauvreté comme une priorité. Et ça nous préoccupe. Tout autant que nous sommes préoccupés par le fait qu'à ce niveau, on ne retient pas également la réduction du train de vie de l'État comme une véritable priorité. C'est pour ça que nous souhaitons que les gouvernants arrêtent de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Au contraire, on devrait les traquer. On devrait mettre un coup d'arrêt à la corruption, au détournement des deniers publics et autres, pour nous permettre d'avoir les moyens, surtout que lorsqu'on regarde le budget, on se rend compte que nous avons besoin d'argent et de beaucoup d'argent, et que l'une des recommandations qui est assez souvent faite, c'est celle de mobiliser le plus de recettes possible, et je crois que ce serait véritablement notre honneur. Donc, nous attirons l'attention, surtout qu'au moment où nous nous plaignons de cette situation au niveau du Congo, mais nous découvrons sur les réseaux sociaux qu'en Chine, il y a un responsable qui a été exécuté, c'est-à-dire qu'il a été condamné à mort et qu'il a été exécuté pour avoir reçu des pots de vin de l'ordre de 156 millions de dollars, ce qui est quand même une somme extrêmement importante, mais qui devrait attirer l'attention et qui devrait amener à ce qu'on tire les leçons pour qu'on arrête avec ce fléau, pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais on constate que la Chine a conservé la peine de mort et considère certainement que la corruption, c'est un acte qu'il faut éradiquer structurellement et fondamentalement. Et je crois qu'il faut que nous agissions pour qu'on y arrive un jour. Maintenant, la deuxième information que nous tenons à donner, c'est la grogne sociale. Nous n'avons de cesse de dire que le pays va mal, très mal. Et aujourd'hui, ça se manifeste, ça s'illustre par un certain nombre de manifestations, par un certain nombre d'avis d'appel à la grève, etc. Vous connaissez déjà la situation des retraités qui, il n'y a pas longtemps, avait lancé un appel au sit-in, enfin, avait demandé qu'un sit-in soit organisé au niveau de la primature à Brazzaville, au niveau des chefs des départements dans tous les départements du Congo. Bon, on a payé un mois, on n'a pas résolu le problème, parce que malgré tout, aujourd'hui, on doit le mois de septembre aux retraités pour l'année 2025. Le mois d'octobre, le mois de novembre, il s'ajoute le mois de décembre, qui malheureusement pour nous tous, puisque je suis retraité, est un mois de fête et de fin d'année, et j'ose espérer que les solutions seront trouvées. Mais assez souvent, les retraités nous interpellent en essayant de faire peser sur nos syndicalistes des soupçons de corruption. Évidemment, on peut être tenté d'y aller. Si c'est vrai, il faut que nos syndicalistes s'arrêtent, parce qu'ils doivent se battre pour améliorer les conditions de vie des retraités. Mais au-delà de la situation des retraités, nous sommes assez souvent revenus sur la situation des étudiants. Et parlant des étudiants, nous relevons le mécontentement des étudiants de l'université Marien Ngouabi, qui s'inquiètent encore, qui sont angoissés, préoccupés par la nouvelle grève au niveau des enseignants de l'université Marien Ngouabi. Et nous autres, nous aimerions comprendre une chose. Pourquoi à l'université Denis Sassou Nguesso, il n'y a pas de remous? Tout se passe normalement. On apprend que les vacataires n'ont pas de retard de salaire. On apprend que les heures de vacation sont payées, que les bourses des étudiants sont payées. Et on aimerait bien comprendre cette différence de traitement et pourquoi dans deux structures qui ont le même objectif, qui devraient avoir le même statut, il y a une qui est dans une situation favorable et il y a une autre qui est souvent dans des cas de grève. Parce qu'à l'université Marien Ngouabi, il y a trop de grèves et chaque année est perturbée. Je crois qu'il faut que ce problème soit structurellement résolu. Le collège intersyndical relève avec indignation l'indifférence du gouvernement face aux énormes difficultés que vivent les travailleurs de l'université Marien Ngouabi et exige 1. Le paiement de 5 mois de salaire dû aux travailleurs de l'université Marien Ngouabi, août et septembre 2024, août, septembre et octobre 2025. 2. Le paiement de toutes les heures diverses dues depuis l'année 2018. 3. Le versement par le Trésor public de l'ensemble des cotisations sociales des agents de l'université Marien Ngouabi aux caisses de sécurité sociale. En considération de ce qui précède, le collège intersyndical décide du déclenchement d'une grève générale et illimitée à compter du lundi 17 novembre 2025 à 7h00 à l'université Marien Ngouabi.
avec arrêt de tout le processus d'inscription et de proclamation des résultats des différents concours. C'est encore une grève générale illimitée à laquelle les établissements et facultés de l'université Marien Ngouabi vont observer à partir du lundi 17 novembre. Une décision actée lors de la réunion du collège de l'intersyndicale de l'université Marien Ngouabi le 15 novembre, tenue au sein du complexe universitaire Bayardel. En toile de fond de la mesure du collège l'intersyndicale de l'université Marien Ngouabi, les revendications socio-professionnelles des agents de cet alma mater public. Le trésor public défalque dans nos salaires, mais ne verse pas ça dans les deux caisses de sécurité sociale. Et en date du 6 octobre, nous avons été reçus par le gouvernement pour parler de ces trois points. Et les promesses ont été faites, mais non tenues jusqu'à aujourd'hui. Et c'était que jusqu'au 25 octobre, devrait suivre le règlement de ces cotisations sociales et même le paiement de salaire. Et il y avait aussi une partie des heures qui devaient être payées, mais tout cela, c'est des promesses non tenues. Et au regard de tout cela, aujourd'hui, nous nous sommes dit on ne peut plus continuer à vivre avec des promesses. L'université Marien Ngouabi est en proie depuis plusieurs années à une crise sociale qui perturbe tant le planning académique que la formation des étudiants au sein de cette institution publique. Mais au-delà de ça, nous avons des enseignants communautaires également qui ont lancé un mouvement de grève. Nous avons des agents municipaux de pratiquement toutes les villes. Quand je parle de toutes les villes, c'est Brazzaville, Pointe-Noire, Nkayi, Ouesso, Moussendio et autres. Ils sont en grève parce que ils ont des retards de salaires et ça devient extrêmement préoccupant. Je vous ai assez souvent parlé de l'exemple des travailleurs de la mairie d'Olizy qui enregistrent déjà 97 mois d'arriérés de salaire. Ça fait pratiquement, calculez vous-même le nombre d'années. C'est trop important et on ne peut pas continuer à gérer des situations dans cette situation-là parce que ça fait pratiquement 8 ans et on se pose la question comment ils font pour vivre. On essaie d'ajouter à ça le personnel également des structures de la santé. Donc il y a une véritable situation. Et je crois qu'il est bon qu'à un moment donné, on marque un arrêt et qu'on essaie de regarder ce qui se passe exactement. Maintenant, la troisième information que nous voudrons aborder, nous ne serons pas très longs là-dessus, mais nous allons essayer de donner des explications. Nous avons intitulé ça « Les échos des congrès du Parti congolais du travail ». Évidemment, le Parti congolais du travail est un parti comme tous les autres qui est libre de mener ses activités, de tenir son congrès, tout ça. Mais il y a un certain nombre de propos qui nous ont interpellés en tant qu'acteurs politiques. Il y a un certain nombre de propos qui nous ont interpellés parce que nous sommes dans une phase où on se prépare à l'élection présidentielle en mars 2026. Au-delà de ce que nous avons dit dans d'autres émissions, comme dans Droit de savoir et autres, notre attention a été retenue sur un certain nombre de déclarations qui ont été faites à ce niveau, etc. Et parlant des adversaires, de celui qui pourrait être le représentant du PCT à l'élection présidentielle, nous avons entendu dire un certain nombre de choses qui ont retenu notre attention. Il y a trois choses, je crois, qui ont retenu notre attention. La première que nous avons retenue, c'est que jamais les opposants au PCT ne gagneront. Jamais ils ne gagneront. La deuxième chose, c'est que l'Internet ne vote pas. La troisième, c'est que Denis Sassou Nguesso est le président de la République, le président il est le président de la République et en même temps président du comité central du Parti congolais du travail. Alors ça, nous allons y revenir assez souvent. Nous sommes revenus là-dessus. Assez souvent, on dit que les gouvernants n'accordent pas l'attention à ce que nous disons, mais nous revenons là-dessus. Pourquoi? Nous revenons là-dessus parce que je crois qu'un pays comme le nôtre doit avoir une constitution et qu'une constitution doit être considérée comme un document extrêmement sacré qui doit être respecté, tout comme les lois et règlements de la République doivent être respectés. Et assez souvent, nous sommes revenus là-dessus. Mais aujourd'hui, nous revenons
Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine clarification au niveau de l'opinion et surtout de la population. Nous redisons quoi? Quelque chose que nous vous avons déjà dit, à savoir, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le disant, nous ne faisons pas la langue de bois. Nous voulons être justement sur la voie du droit. C'est-à-dire qu'on peut en débattre, on peut discuter et voir un certain nombre de choses. Et nous le disons pourquoi? Nous le disons parce que nous n'avons de cesse de dire qu'aucun membre du Parti congolais du travail, élu ou nommé à une autre fonction publique, n'a daigné déclarer son patrimoine depuis 2002. C'est extrêmement grave, parce que c'est une violation de l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002. C'est une violation de l'article 55 de l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015 qui dit clairement que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. Et je me rappelle que dans le programme d'action gouvernemental présenté par Pauline Makosso, il disait d'abord, il relevait que c'était une disposition constitutionnelle. Ensuite, il disait que plus qu'un devoir de transparence, il s'agissait d'une preuve de bonne gouvernance, de lutte contre l'enrichissement illicite et de Demandez une déclaration modificative si des erreurs non substantielles ont été relevées et éventuellement adresser au déclarant un rappel ferme à ses obligations déclaratives ou assortir la déclaration d'une appréciation lors de sa publication. Quand une situation de conflit d'intérêt est détectée, demandez une mesure de déport ou d'abandon de l'intérêt. Si la situation perdure, la haute autorité dispose d'un pouvoir d'injonction pour faire cessation nécessite de nombreuses étapes de vérification et d'échange qui peuvent prendre plusieurs mois. La haute autorité contrôle plus de 4000 déclarations par an. Enfin, lorsque la loi le prévoit, la déclaration est rendue publique sur le site de la haute autorité ou mise à disposition de tout citoyen en préfecture. Elle le reste jusqu'à la fin des fonctions du déclarant. Cette transparence permet aux citoyens de s'assurer par eux-mêmes de la probité et de l'intégrité des responsables publics concernés. Et le constat que nous fait reporter sur ce que nous avons dit tantôt, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe entre ce qui se dit et ce qui se fait, et que dans la réalité, nous n'avons pas le courage et la volonté politique de lutter contre la corruption, de lutter contre les détournements des deniers publics. Et je crois que c'est extrêmement important de relever ça. Le deuxième aspect que nous tenons à relever, c'est que le Parti congolais du travail a tenu son 5e congrès ordinaire, je crois, en décembre 2019. Et à cette occasion, ils ont déclaré à haute et intelligible voix que les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire le camarade Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, c'est-à-dire en fait président du Parti congolais du travail, en violation flagrante de la linéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit clairement que le mandat du président de la République est incompatible avec toute responsabilité au sein des partis politiques. Et c'est là que les débats commencent. Avons-nous une constitution pour ne pas la respecter? Avons-nous une constitution pour la violer? Et si nous la violons, sur quoi nous devons compter au niveau de la gestion des affaires de la cité? C'est extrêmement grave, c'est extrêmement préoccupant. Et pensant justement à cette affaire, un citoyen a introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de l'élection qui a permis la reconduction du camarade Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait président du Parti congolais du travail. Et la Cour suprême a été claire. Elle s'est déclarée incompétente. Elle a choisi d'en faire une notification au président de la République. Elle a choisi d'en faire une notification au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au premier ministre et chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et au ministre chargé de la Justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les plus grandes personnalités de notre pays qui sont chargées de suivre un certain nombre de problèmes, notamment relatifs à l'élection, au respect des lois, etc., sont bel et bien informés
que et le Parti congolais du travail et le président de la République ne sont pas en conformité avec la loi. Et comme la Cour constitutionnelle avait pris par rapport à ça la décision 005/DCC/SBA/20 du 31 juillet 2020, donc vous voyez du 31 juillet 2020 au 13 décembre 2025, vous voyez le temps qui s'est écoulé, et nous pensons que la notification exhortait en fait ses responsables à prendre les dispositions pour que cette situation soit réglée. Et le règlement voulait dire quoi? Mais que le Parti congolais du travail devait tout mettre en œuvre pour se conformer à la loi. Et que le président de la République également devait tout mettre en œuvre pour se conformer à la loi. Malheureusement, tout ça, rien de tout ça n'a été fait. Et nous arrivons à un autre constat, c'est que le faisant, le Parti congolais du travail a violé l'article 26 de la loi 20-2017 du 12 mai 2017 qui dispose clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et le constat est fait, pas seulement sur la loi, l'obligation de déclaration de patrimoine, mais y compris sur l'obligation de respecter la loi fondamentale. Le Parti congolais du travail a violé, en fait, les lois et règlements de la République, particulièrement la Constitution. Et par rapport à ça, la même loi 20-2017 du 12 mai 2017, dans son article 31, stipule clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur, les partis ou le groupement politique concerné ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend le parti concerné par voie d'arrêté et procède à la fermeture provisoire de ces locaux. Pourquoi ça n'a jamais été fait par le PCD? Nous parlons de paix et nous constatons que nous ne voulons pas respecter nos lois et règlements de la République. Et si nos gouvernants ne respectent pas les lois, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut avancer? C'est ça l'un des problèmes. Alors pourquoi le PCT n'est pas sanctionné? Est-ce parce que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation est le membre du bureau politique? Est-ce parce que le président de la République en est le président en violation flagrante de la loi? Et au-delà de ça, le constat qu'on fait, c'est quoi? Mais le ministre de l'Intérieur prend régulièrement des textes, à l'instar de l'arrêté numéro 1726/MID/CAB du 30 juin 2025, reconnaissant le Parti congolais du travail qui n'est pas en conformité avec la loi. Et puis ça veut dire quoi? Et on a tendance à exclure un certain nombre d'autres partis. Par contre, et nous l'avons dit, parce qu'à la suite de la prise de cet arrêté, ben nous avons mené une enquête où il est apparu clairement que la quasi-totalité de ces partis reconnus n'étaient pas en conformité avec la loi. Et nous avons été agréablement surpris le 12 juillet lorsque il y a eu la rencontre des partis soi-disant non reconnus qui ont rencontré le préfet directeur général de l'administration du territoire, qui nous a dit que les 10 partis n'étaient pas sanctionnés, ils n'étaient ni avertis, ni blâmés, ni dissous, ni suspendus, et qu'ils devaient continuer leur fonctionnement jusqu'à ce qu'ils se mettent en conformité avec la loi. Mais évidemment, les réactions qui ont eu lieu le 12 juillet ont permis au préfet directeur général de l'administration du territoire de faire un constat clair, parce que les voix se sont élevées pour dire le PCT, le Parti congolais du travail, n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Que faisons-nous? Mais la question était posée exprès. Parce que la réponse se trouve dans l'article 15 de la Constitution, qui dit clairement que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à sa condition familiale, par rapport à sa condition ethnique, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses et philosophiques. Donc, du coup, et il faut que les Congolais intériorisent ça. Le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Il est citoyen et il doit se conformer à la loi. C'est pour ça que certains sont surpris, mais le président de la République, c'est pas la loi. La loi, c'est à travers la Constitution et à travers les lois et règlements de la République
qui sont adoptés, qui nous permettent d'avancer. Alors, ça veut dire quoi? Quand le ministre de l'Intérieur prend des arrêtés, des textes qui font que des personnalités ou des partis qui ne sont pas en conformité avec la loi sont reconnus comme étant conformes à la loi. Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de neutralité de l'administration. Ça veut tout simplement dire que l'administration a un côté partisan. Et c'est quelque chose qui a une incidence sur l'organisation des élections, un certain nombre de choses. C'est pour ça que nous avons toujours attiré l'attention. Et les gouvernants, à travers ce qui se dit, à travers les congrès des locaux, des départementaux et autres, puisque et le Premier ministre et les responsables du bureau politique du Parti congolais du travail, ils se comportent comme si le Parti congolais du travail était en conformité avec la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'enchaîne en disant, par rapport à ça, et que nous avons souvent relevé également de façon claire que le président de la République n'était pas en conformité avec la loi. Et le constatant, il doit tout faire pour se mettre en conformité avec la loi. Mais de plus, ce que nous relevons pour le Parti congolais du travail et le président de la République, c'est quoi? Mais le président de la République est président du Parti congolais du travail. Et dans notre vision, dans notre façon de voir les choses, le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, transparente, crédible, démocratique et apaisée. C'est notre point de vue. Et vous savez bien que si vous prenez la liste, par exemple, des préfets dans les différents départements, la plupart des préfets ont fait partie justement des 2588 congressistes qui ont milité pour la reconduction du président Denis Sassou Nguesso en 2019. Ils sont préfets, ils sont membres du comité central du Parti congolais du travail. Ben, ils ne joueront pas contre leur président et ils agiront pour que, quel que soit les sens. C'est pour ça que nous avons voulu faire un peu ce développement pour que les gens se rendent compte que lorsque un membre du bureau politique du PCT se permet de dire que jamais ils ne pourront nous battre, mais c'est parce qu'ils ont l'assurance. D'abord, ils ne sont pas conformes à la loi, c'est-à-dire qu'ils auraient dû être sanctionnés, mais ils ne sont pas sanctionnés parce qu'ils ont l'appareil entre leurs mains, parce que ce sont eux qui sont les gouvernants et qui pensent que la loi c'est pour les autres, c'est pas pour eux. Malheureusement, là, ils sont pris en flagrant délit. Un coup d'État militaire contre une dictature peut paraître un des moyens les plus faciles et rapides d'éliminer un régime corrompu. Néanmoins, cette option pose de graves problèmes. Le plus important est qu'elle laisse en place une mauvaise distribution du pouvoir entre la population, l'élite au pouvoir et la force militaire. Le renvoi de certaines personnes et cliques des postes gouvernementaux facilitera tout simplement l'occupation de ces postes par d'autres personnes. Celles-ci auront peut-être un comportement plus tempéré et seront éventuellement plus ouverts à des réformes démocratiques, mais ils peuvent aussi, à l'inverse, être plus corrompus que ceux dont ils prennent la place. Après avoir consolidé sa position, la nouvelle clique peut se révéler plus impitoyable et plus ambitieuse que la précédente. Ainsi, malgré les espoirs qu'elle apportait, elle sera libre de faire ce qu'elle veut sans se préoccuper de démocratie ou de droits humains. Cela ne peut donc pas être une réponse acceptable au problème de la dictature. Quant aux élections, il n'en est pas question. Sous une dictature, elles ne sont pas un instrument efficace de changement politique. Certains régimes dictatoriaux, comme ceux du bloc de l'Est sous contrôle soviétique, firent des parodies d'élections pour paraître démocratiques. Elles ne furent que des plébiscites rigoureusement contrôlés pour faire entériner par le public des choix de candidats déjà tranchés par les despotes. Des dictateurs sous pression peuvent parfois accepter de nouvelles élections, mais en les truquant pour mettre en place leurs marionnettes civiles au gouvernement. Si des candidats de l'opposition ont eu le droit de se présenter et furent réellement élus, comme en Birmanie en 1990 et au Nigeria en 1993, les résultats furent simplement ignorés et les vainqueurs soumis à l'intimidation, arrêtés ou même exécutés. Les dictateurs ne vont pas se permettre d'organiser des élections qui pourraient les chasser de leur trône. Beaucoup de gens souffrant actuellement d'une dictature brutale, ou qui se sont exilés pour y échapper, ne croient pas que les opprimés puissent se libérer eux-mêmes. Mais ils pensent que leur peuple ne peut être sauvé que par l'intervention de tiers. Ils placent leur confiance en des forces extérieures et croient que seule l'aide internationale peut être assez puissante pour renverser les dictateurs. Cette idée selon laquelle les opprimés sont incapables d'agir efficacement est parfois exacte pour une certaine période. Souvent les peuples opprimés manquent de volonté et sont temporairement incapables de lutter, car ils n'ont aucune confiance en leur capacité de faire face à une dictature brutale et ne voient aucun moyen de s'en sortir. On comprend donc qu'ils placent leurs espoirs de libération en des entités tierces, en une force extérieure qui peut être l'opinion publique, les Nations Unies, un autre pays,
ou encore des sanctions économiques et politiques internationales. Une telle vision est confortable, mais elle pose de sérieux problèmes. Cette confiance accordée à une puissance extérieure peut être très mal placée. Le plus souvent aucun sauveur étranger ne se présente, et si l'un d'eux le fait, on ne devrait probablement pas lui faire confiance. Car de dures réalités sont à considérer avant de s'en remettre à une intervention étrangère. Fréquemment, les puissances étrangères tolèrent et même soutiennent une dictature afin de faire avancer leurs propres intérêts économiques et politiques. Certains iront jusqu'à trahir le peuple opprimé plutôt que de tenir leur promesse d'aider à sa libération, cela afin de poursuivre un autre objectif. D'autres agiront contre la dictature pour mieux maîtriser le pays aux plans économiques, politiques ou militaires. Les puissances étrangères s'investissent parfois de manière positive pour le peuple opprimé, mais seulement si le mouvement intérieur de résistance a déjà ébranlé la dictature au point d'attirer l'attention internationale sur la nature brutale du régime. Les dictatures existent principalement à cause de l'insuffisante répartition du pouvoir dans le pays lui-même. La population et la société sont trop faibles pour poser des problèmes sérieux au pouvoir dictatorial, la richesse et le pouvoir sont concentrés en trop peu de mains. La survie des dictatures dépend principalement de facteurs internes, même si elles peuvent être renforcées ou affaiblies par des actions internationales. Ces pressions internationales peuvent être utiles lorsqu'elles soutiennent un puissant mouvement intérieur de résistance. Ainsi, les boycotts économiques internationaux, les embargos, la rupture des relations économiques, l'expulsion des organisations internationales, ou la condamnation par les Nations Unies, par exemple, peuvent être utiles. Mais en l'absence d'un fort mouvement intérieur de résistance, de telles actions ne risquent guère d'être entreprises. La conclusion est difficile à accepter. Pour renverser une dictature efficacement et au moindre coût, il est impératif de travailler à 4 tâches. Renforcer la détermination de la population opprimée et sa confiance en elle-même, et améliorer ses compétences pour résister. Fortifier les groupes sociaux indépendants et les institutions qui structurent la population opprimée. Créer une puissante force de résistance interne. Développer un plan stratégique global de libération judicieux et le mettre en œuvre avec compétence. Une lutte de libération est un temps d'affermissement de la confiance en soi et de renforcement de la cohérence interne des groupes combattants. En 1879 et 1880, lors de la campagne irlandaise de grève des loyers, Charles Stuart Parnell professait « Il est inutile de compter sur le gouvernement, vous ne devez compter que sur votre propre détermination, aidez-vous en vous soutenant les uns les autres, fortifiez ceux qui, parmi vous, sont faibles, unissez-vous, organisez-vous et vous gagnerez. Une fois que vous aurez pris cette question en main, c'est à ce moment-là, et pas avant, qu'elle sera résolue. Quand la dictature doit faire face à une force solide, sûre d'elle-même, dotée d'une stratégie intelligente, avec des actions disciplinées, courageuses et vraiment puissantes, elle finira par s'écrouler. Mais, au minimum, les 4 conditions énumérées ci-dessus devront être remplies. Comme nous venons de le montrer, la libération des dictatures dépend finalement de la capacité des peuples à se libérer eux-mêmes. Les expériences réussies de défiance politique ou de lutte non violente à but politique prouvent qu'il est bel et bien possible pour les populations de se libérer par elles-mêmes. Mais cette option est restée peu développée. Et tout le dispositif de fonctionnement. Parce que le ministre de l'Intérieur, c'est lui qui s'occupe des actes préparatoires des élections. Et il ne fera pas ces actes préparatoires pour que son parti ou le candidat de leur parti perde. C'est pour ça que nous voulons attirer l'attention de nos frères du PCT. Vous allez à votre congrès, c'est bien. Il faut que vous sachiez que le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Et vous n'êtes pas en conformité avec la loi par rapport à des textes qui ont été adoptés par un parlement majoritairement composé par des éléments du Parti congolais du travail. Que faisons-nous? Alors la loi, c'est pour les autres, pas pour vous. Et vous utilisez la loi pour écraser les gens. Vous utilisez la loi pour dire que personne ne peut vous battre. Mais ouvrez tout. Donnez la garantie de l'existence de la loi, de l'article 27 de la Constitution qui donne et qui garantit la loi de réunion, la loi la loi plutôt qui garantit les manifestations, l'organisation des manifestations, et les gens avanceront. On ne peut pas bloquer, on ne peut pas faire un certain nombre de choses. Et sur ça, assez souvent, on nous dit, mais vous voulez faire une réunion, elle traitera de quoi? Mais si on est acteur politique, c'est pour traiter de la politique. Et pourquoi il nous pose la question, etc. Donc aujourd'hui, il faut que les Congolais sachent que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Et qu'il est bon que les gouvernants, notamment le ministre de l'Intérieur, le président de la République, le Premier ministre, y compris les présidents des 2 chambres du Parlement, expliquent aux Congolais
Y a-t-il des contre-pouvoirs ou pas? Et comment ça se passe? Et comment on avance? La loi s'applique elle à tous ou elle choisit? Et je suis plein d'admiration quand je suis la plupart d'entre vous qui déclarent à haute et intelligible voix que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Et c'est ça qui est important. Et nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux, quand nous voyons par exemple le président Sarkozy passer quelques nuits à la maison de la prison, de la santé, etc., ben nous constatons effectivement que dans certains pays où il y a véritablement la démocratie qui joue, où il y a l'indépendance de la justice, mais évidemment, personne n'est au-dessus de la loi. Et on peut, même en tant qu'ancien président ou quoi, avoir des problèmes et se retrouver au niveau. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que faisons-nous? Mais on aura l'occasion d'y revenir. Mais je souhaite que les amis ne disent plus, parce qu'ils ne sont pas en conformité avec la loi. Ils auraient dû être sanctionnés. Donc, ils n'auraient même pas dû avoir des débats par rapport à l'élection. Mais comme c'est le Congo, et comme ils pensent qu'ils peuvent écraser tout le monde, comme ils pensent qu'ils ont créé la terreur, de sorte que tous les Congolais aient peur de parler, même parler, ça devient un problème. On a vu ce qui s'est passé pour la Likwala. Dès que les salles de la Likwala ont dit que les promesses n'ont pas été respectées, mais c'est un constat physique qui a été fait. Nous, on a dépêché des émissaires, tout ça, pour aller faire des déclarations. Mais les Congolais sont convaincus que les sages de la Likwala avaient raison et que rien, fondamentalement n'a changé. Donc, après ces quelques informations, nous voulons passer à la thématique un peu centrale. La thématique centrale aujourd'hui, nous voulons nous occuper de quelque chose de très fort, de très important, qui est lié à l'actualité, mais qui est également lié à ce qui va se passer concernant l'élection présidentielle. C'est quoi? Il s'agit du découpage administratif et électoral. Nous en parlons pourquoi? Nous en parlons parce que dans la réunion qui a eu lieu, la réunion du Conseil des ministres qui a eu lieu à Oyo le 7 octobre 2025, le ministre de l'Intérieur a introduit un certain nombre de textes, parmi lesquels un texte touchant la révision ou la refonte de la loi électorale. Et dans ce volet, il y a un aspect qui touche la refonte de la loi électorale. Et nous avons pensé que pour avancer sur ce terrain, il faut que nous essayions de jeter un coup d'œil. Je vais essayer de regarder mes notes. Il faut que nous essayions de jeter un coup d'œil sur quelques recommandations qui ont été faites lors des différentes concertations politiques qui ont eu lieu entre 2009 et 2022. Celle de 2009 ayant eu lieu à Brazzaville et celle de 2022 ayant eu lieu à Ouagadougou. Lorsque nous jetons un coup d'œil, nous constatons de façon générale quoi? Que les recommandations qui ont été prises au cours de ces concertations politiques n'ont jamais été mises en application. Et pour cause. Et pour cause. Et pourtant, ces recommandations concernent des aspects suffisamment importants, comme la mise à jour du fichier électoral, comme la biométrie électorale. Et on nous a souvent dit qu'elle reste d'actualité. Il y a eu ce fameux problème de découpage administratif et électoral. Pour qu'on aille vers un découpage juste, équilibré, qui tienne compte à la fois du poids démographique et des facteurs d'enclavement, etc. Nous avons également eu un problème qui se pose depuis. Je crois que ça se pose pratiquement depuis Evo, le plafonnement du financement des dépenses de campagne. À chaque fois, c'est reporté. Et on ne comprend pas pourquoi. On n'arrive pas à prendre ce texte. Nous avons l'aspect de la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante qui nous fait réfléchir parce qu'assez souvent, en mars 1997, nous avons signé avec le Parti congolais du travail représenté par le président Denis Sassou Nguesso, avec un certain nombre d'autres acteurs politiques de l'époque, Jean-Pierre Tissé Chikaya, Bernard Kolela Bakana, etc. Un mémorandum. Et dans ce mémorandum, on avait clairement défini les termes de référence de ce que c'est une commission nationale électorale véritablement indépendante. Alors, je suis surpris que depuis que les amis sont revenus au pouvoir il y a plus d'une vingtaine d'années, ils ne veulent plus du tout entendre parler d'une commission nationale électorale véritablement indépendante, alors qu'à l'époque,
lorsque David Charles Gana, Premier ministre du président Lissouba, avait osé dire que son gouvernement avait osé aller organiser les élections. Mais c'est le Front démocratique utilisé par le président Denis Sassou Nguesso qui avait réagi avec beaucoup de vigueur à l'époque pour dire qu'il ne comprenait pas et qu'un démocrate sincère ne pouvait pas avoir peur d'une commission électorale véritable. D'où vient que maintenant cette peur les a gagnés et où est-ce qu'on va? Et maintenant, lorsqu'on regarde les autres aspects, il y a les aspects qui ont été abordés au Rwanda. Parmi les aspects qui ont été abordés au Rwanda, il y a la révision des taux pratiquement de cautionnement aux différentes élections. Et j'ai vu un certain nombre d'acteurs politiques, puisque le principe avait déjà été acquis, j'ai vu un certain nombre d'acteurs politiques proposer que pour l'élection présidentielle, ce taux devrait baisser de 25 millions à 5 millions. Ce qui veut dire que dans la refonte ou la révision de la loi électorale, il faut que tous ces aspects soient pris en ligne de compte. Il y a un certain nombre d'aspects qui ont été évoqués, mais j'ose espérer que nous allons y regarder et on va voir fondamentalement comment avancer, mais notamment concernant le taux de cautionnement, il faut que cela soit. Sur la biométrie, là aussi, il faut dire qu'en Rwanda, il a été dit clairement que les législatives et les locales de 2022 ne tiendraient pas compte de la biométrie, mais que pour l'élection présidentielle de 2026, il devait avoir la biométrie. Alors en février 2024, le ministre de l'Intérieur de l'Assemblée a annoncé qu'il y allait avoir une concertation qui allait se pencher sur les aspects de la loi électorale et puis sur les aspects de la biométrie. Et puis on n'en parle jamais. Et c'est là où nous allons en venir avec le problème qui a été abordé au Conseil de l'Union du 7 octobre, à savoir le découpage administratif et électoral. Alors, au cours de ce Conseil, notre attention a été retenue par la manière dont le problème a été présenté. Le problème, c'est un problème extrêmement important. Et on nous a appris qu'il y a eu une réunion, des échanges entre les ministres de l'Intérieur, entre les responsables des groupements politiques, majorité, opposition, sans société civile. Non. Ils ne peuvent pas valablement décider de ça. Surtout, que lorsqu'on se réfère à ce qui a été dit à Rwanda, il a été clairement dit sur cette question qu'il fallait une étude approfondie. Parce que nous voulons un découpage juste et équilibré qui tienne compte d'un certain nombre de facteurs. Et j'ai le sentiment que les amis ne tenaient pas tellement à tenir compte de ça. Et nous allons voir dans le développement. Parce que nous, on pense en ce qui nous concerne que ce découpage devrait tenir compte des résultats du recensement. Et vous savez également que ce recensement pose un certain nombre de problèmes. C'est vrai que après le recensement, il y a eu la création des nouveaux départements. Mais quand on regarde les chiffres tels qu'ils avaient donnés à l'époque, il y avait un certain nombre de préoccupations. Nous avons par exemple posé des questions qui n'ont jamais eu de réponse, en nous demandant pourquoi les taux de croissance au niveau de la population du Congo entre 2007 et 2023 étaient très élevés dans pratiquement tous les départements de la partie septentrionale et ils étaient faibles dans les départements de la partie sud. Et nous avions été surpris parce que dans la Lékoumou, par exemple, le taux de croissance n'était que de 4,4%. Dans le Kulu, il dépassait légèrement les 5%. Dans la Bronza, je crois qu'il était autour de 17%. Mais quand on prenait la Sanga, c'était de 144%. Donc, il y a véritablement un problème qui devait donner des explications. Et nous, qui méritait des explications. Et nous avons noté, par exemple, notre fait au plan des chiffres. Parce que nous avons constaté que de tout temps, jusqu'en 2007, le département de la Lukwala, la population du département de la Lukwala était pratiquement la moitié de la population du département de la Bronza. En 2007, la Bronza avait un peu plus de 309 000 habitants et la Lukwala avait pratiquement 154, un peu plus de 154 000 habitants. Mais quand nous arrivons au recensement de 2023, la Bronza a 363 000 habitants, légèrement supérieur à 363 000, et la Lukwala a 355 000. Donc, il y a pratiquement égalité. Et on se dit que
Il y a des phénomènes qui doivent être expliqués, d'autant que la région, quand on a lu les chiffres avant qu'on crée des nouveaux départements, les départements qui devenaient le plus peuplé du Congo, ça devenait le département du Pou, avec un peu plus de 394 000 habitants. Et on se disait que ça méritait des explications, parce que ces départements avaient connu une situation extrêmement difficile. Il y a eu des déplacements, il y a eu des disparitions des villages, il y a eu un certain nombre de choses. Mais toutes ces explications, on ne les a pas eues. De la même façon, lorsqu'on prend globalement la population des 5 départements de la partie sud du pays et la population des 5 départements à l'époque, parce que maintenant la configuration a changé, des 5 départements de la partie septentrionale, on a constaté que la population de la partie septentrionale dans son ensemble, qui représentait assez souvent un chiffre inférieur à 50% de la population de la partie sud, mais les deux se retrouvent pratiquement à égalité. La partie sud aurait maintenant 1291 000 habitants et la partie septentrionale aurait pratiquement 1 284 000. Donc une différence de 7 000. C'est sûr qu'au prochain recensement, la partie septentrionale aura une population largement, nettement supérieure à celle des départements de la partie. Donc, ça méritait des explications et nous n'avons pas insisté. Nous avons posé des questions et les amis de l'Institut national de la statistique n'ont certainement pas jugé bon que là, cela puisse avancer. Mais ça reste une préoccupation et je crois qu'il faut que ces choses-là soient. C'est pour ça que nous insistons sur le fait que le bon découpage administratif et électoral nécessite véritablement qu'il y ait une étude qui permet de cerner un certain nombre de facteurs. Maintenant, au-delà de ça, lorsque nous regardons la situation des nouveaux départements, il faut dire que lorsqu'on regarde la situation, je vais vous donner quelques chiffres, je les ai. Le département du Kwilu aurait 97 302 habitants. Le Nyari, 334 863 habitants. La Lekumu, 100 559 habitants. La Bwenza, 363 850 habitants. Le Poul, 225 664 habitants, parce qu'il a été amputé par Kintele qui a rejoint Brazzaville et que la création du département Djoué-les-Fini. Djoué-les-Fini a 97 239 habitants. Les Plateaux, 102 337 habitants. Nkeni-Aluma, 181 084 habitants. La Cuvette, 222 730 habitants. Congo-Ubangi, 124 010 habitants. Cuvette Ouest, 119 328 habitants. Sanga, 209 701. Likwala, 325 000 habitants. 325 429 habitants. Voilà un peu la nouvelle configuration lorsqu'on a essayé de refaire et de tenir compte de la nouvelle répartition. C'est peut-être des tendances, ça peut être ajusté, mais je crois que ça donne des fortes tendances. Alors, on découvre quoi? Qu'il y a pratiquement 2 départements, le Kwilu et Djoué-les-Fini, qui ont moins de 100 000 habitants. On découvre qu'il y a 4 départements qui ont une population comprise entre 100 000 et 125 000 habitants. Il s'agit de la Lekumu, les Plateaux, Congo-Ubangi et la Cuvette Ouest. Il y a 4 départements qui ont une population comprise entre 125 et 226 000 habitants. Il s'agit de Nkeni-Aluma, la Sanga, la Cuvette et le. Et 3 départements ont une population supérieure à 300 000 habitants. C'est pour ça que nous disons que lorsqu'on a des départements qui ont des populations inférieures à 100 000, lorsqu'on a des départements qui ont des populations autour de 100 000, sinon légèrement supérieures à 100 000, nous considérons qu'il faut revoir les choses en ce qui concerne 3 départements, notamment le Nyari, qui a près de 334 000 habitants, notamment la Bwenza, qui était jusque-là le département pratiquement le plus peuplé du Congo, avec maintenant, semble-t-il, 363 000 habitants, et nous avons le nouveau département de la Likwala, qui a 325 000 habitants. Ils ne peuvent pas rester au même niveau
que le département Djoué-les-Fini, qui n'a que 97 000 habitants, que le département du Kouilou, qui a autour également de 97 000 habitants. Je trouve que si on laisse en l'état, c'est une injustice qu'il faut corriger. S'agissant du Niari, je crois comprendre que le Niari a pratiquement 14 districts. S'agissant de la Bouenza, qui a une forte densité au kilomètre carré, et s'agissant de la Lukwala, qui doit être beaucoup plus étendue. Mais il faut regarder, puisqu'on a dit qu'au niveau du travail qui doit se faire, au niveau du découpage administratif et électoral, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Parmi les facteurs à retenir, il y a le poids démographique et il y a le facteur des enclaves. Donc il faut, à notre avis, que tout ça soit regardé. Et il faut que l'étude qui pourrait se faire détermine un peu la taille moyenne de ce que devrait être un département. Parce qu'il serait injuste que Djoué-les-Fini avec 97 000 habitants et soit un département, et que la Bouenza avec 363 000 habitants demeure un seul département. Il faut aller vers une option où c'est 2 ou c'est 3 départements. Et je crois qu'il faudrait regarder ça. Le même raisonnement peut être tenu pour le Niari, peut être également tenu pour la Lipala. Donc voilà grosso modo au niveau de ce qui des choses telles qu'elles se pointent. Et c'est là où on passe certainement à ce qui intéresse beaucoup plus les gens. Parce qu'en fait, la note du 7 octobre, telle qu'elle a été présentée, a accordé beaucoup plus une attention particulière à la tenue de la répartition des sièges au niveau de l'Assemblée, avec la création des nouveaux départements qui conduisait également à la création de certains districts, ce qui veut dire qu'on a des principes qui sont acquis, qu'il faut certainement revoir fondamentalement, qui consiste à dire, par exemple, qu'un district constitue un département, une circonscription électorale. Mais c'est des choses, à mon avis, qu'il faut revoir de manière assez très sérieuse. Maintenant, quand on parle de l'Assemblée nationale, des sièges à l'Assemblée nationale, nous avons tenu à prendre un certain nombre d'exemples et essayer de calculer par pays quel est le nombre moyen d'habitants pour un député. Et nous avons pris quelques pays au hasard. On va vous communiquer les chiffres puisqu'on les a. Le Bénin a une population estimée à 14 800 000 habitants. Une assemblée composée de 109 députés, ce qui correspond à peu près à une moyenne d'un député pour 136 000 habitants. Nous avons le Burkina Faso, qui a une population de 24 100 000 habitants, nombre de députés 71, et le nombre moyen d'habitants pour un député, c'est 339 437 habitants. La Côte d'Ivoire a pratiquement 32 700 000 habitants, 255 députés, ça fait une moyenne de 128 habitants par député. Le Gabon a 2 600 000 habitants, l'Assemblée a 145 députés, ça fait à peu près 17 931 habitants pour un député. La République du Congo a 6 100 000 habitants, 151 députés, ça correspond à peu près à une moyenne de 40 677 habitants par député. La République démocratique du Congo a une population de 114 300 000 pour 500 députés, ça fait à peu près un député pour 228 600 habitants. Le Rwanda a une population de 14 600 000 habitants, une assemblée de 80 députés, ce qui correspond à un député pour 182 500 habitants. Et le Togo a une population de 9 500 000, 113 députés, ça correspond à une population de près de 84 071 habitants. Donc, vous voyez, on a essayé de faire la moyenne pour que nous voyions à peu près là où nous nous situons et qu'on essaie de voir un certain nombre de choses, mais ça devrait permettre qu'il y ait une étude approfondie qui permette de faire avancer et de passer les choses. Maintenant, après avoir pris ces quelques exemples, nous allons essayer de voir
l'évolution que nous avons connue au niveau du Parlement, avant, surtout de l'Assemblée, avant que nous ne parlons de la situation des villes, etc. Alors, quand on regarde la situation, en 92, nous avions une assemblée de 125 députés. En 2002, ils étaient 137. En 2007, ils étaient 137. En 2012, ils étaient 139. En 2017, ils étaient 151. Et en 2022, ils étaient 150. Mais pour ça, il faut essayer de voir une certaine caractéristique. En 1992, il y avait des critères clairs qui avaient été définis. Et je crois qu'il faut avoir la maîtrise de ces critères pour voir comment les choses peuvent évoluer. En fait, quels étaient les critères par rapport à la loi qui avait été prise, et c'était la loi 001-92 du 21 janvier 92 relative à la loi électorale. Alors, les critères qui étaient définis, c'était les suivants. Pour l'époque, avec le principe, bien sûr, qu'un district, par principe, constitue déjà une circonscription électorale. Est-ce que ce principe sera toujours gardé? Mais c'est aux législateurs, c'est tellement le moment venu de regarder la situation. Maintenant, pour les districts, il y avait le critère suivant en 92. Un siège pour les districts dont la population est comprise entre 1 et 15 000 habitants. 2 sièges pour les districts dont la population est comprise entre 15 000 et 30 000 habitants. 3 sièges pour les populations dont la population est comprise entre 30 001 habitants et 45 000 habitants. 4 sièges pour les districts dont la population est comprise entre 45 001 et 60 000 habitants. 5 sièges pour des districts dont la population est de plus de 120 000 habitants. Donc voilà déjà au niveau du district le critère qui était retenu. Mais on ne faisait pas apparaître clairement le critère de désenclavement qui, à mon avis, dans le temps, est devenu un critère extrêmement important. Au niveau des villes, s'agissant des arrondissements, le principe retenu, c'était un siège pour une population de 1 à 30 000 habitants, c'était dans les arrondissements, 2 sièges pour une population de 30 001 à 60 000 habitants, 3 sièges pour une population de 60 001 à 90 000 habitants, 4 sièges pour une population de 90 001 habitants à 120 000 habitants, et 5 sièges pour une population de plus de 120 000 habitants. Donc, vous voyez bien que les choses étaient bien ordonnées et que ça ne devrait poser l'objet d'aucun problème. Mais aujourd'hui, la caractéristique, sinon la remarque essentielle que nous pouvons faire, c'est qu'en 2002, on a tenu compte, les critères n'étaient pas clairement définis, un critère qui semblait être pris en ligne de compte et par rapport au découpage qui avait été fait, c'est toutes les questions de poids démographique et de désenclavement. Mais par rapport à ça, la situation qui apparaît telle qu'elle se présente maintenant est la suivante. Quand on prend Brazzaville, Brazzaville a 390 000 habitants et a 5 députés. Mfilou a 387 000 habitants et a 2 députés. Djiri a 302 000 habitants et a 2 députés. Madibou a 272 852 habitants, mais n'a qu'une circonscription, un seul. Wenze a 183 809 habitants, a 4 circonscriptions. Mungali a 161 157 habitants, a 3 députés. Bakongo a 84 353 habitants, a 2 députés. Potopoto a 84 299 habitants, à 3 députés. Kintele a 71 629 habitants, à un député. Et l'île Bamou, qui est le district rattaché à la commune de Brazzaville, a une population de 7 545 habitants et a un député. Donc vous voyez, quand vous regardez cette chronologie, vous voyez bien qu'il y a des problèmes. Vous voyez bien qu'il y a une justice et qu'il faut réparer, qu'il faut avancer. Parce que il n'est pas normal qu'une Filou qui a la même
le même niveau de population que Talangaï n'est que 2 députés, que Bakongo, qui a 84 353 habitants, a 2 députés, alors que Madibou, qui a 272 000 habitants, 272 852 habitants, n'a qu'un seul député. Wenzel, qui a 183 000 habitants, a 4 députés, alors que Madibou, qui a 272 000. Donc, je crois qu'on donne ces chiffres par rapport au dernier recensement pour dire qu'il y a une justice qu'il faut rétablir. Et je crois que s'il y a une étude qui est faite, on peut valablement essayer d'aller vers une répartition. Évidemment, vous savez que dans cette situation, on peut tenir compte d'un certain nombre de facteurs, mais il est possible, quand je réfléchis, qu'on dise que Madibou, il faut que le nombre de députés de Madibou soit rehaussé. Maintenant, il y a des facteurs politiques, évidemment. Nous sommes en politique dont il faut tenir compte, mais on ne peut pas laisser Madibou avec 272 000 habitants et une seule circonscription, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à laisser Poto avec 3 circonscriptions alors que Poto n'a que 84 299 habitants et que Mfilou, avec 387 000 habitants, n'a que 2 circonscriptions. Il y a une question tout à fait logique. Il est possible que le politique veuille favoriser les circonscriptions ou les espaces où il pense qu'il a beaucoup plus de militants, mais il faut qu'on aille vers un peu plus d'équité. Il y a des choses, à mon avis, qui méritent d'être corrigées en ce qui concerne ça, et je crois que ça devrait être vu très, très sérieusement, et on devrait pouvoir avancer. Maintenant, en ce qui concerne, dans la même logique des choses, en ce qui concerne Pointe-Noire, nous avons Louandjili, qui a 351 528 habitants, qui a 2 circonscriptions. Nous avons Tietie, qui a 303 309 habitants, qui a 2 circonscriptions. Nous avons Mongo-Poukou, qui a 297 849 habitants, qui n'a qu'une circonscription. Nous avons Goyo, qui a 236 647 habitants, qui a une circonscription. Vous avez Emery Patrice Lumumba, arrondissement Emery Patrice Lumumba, qui a 132 484 habitants, qui a 3 circonscriptions. Vous avez Mvumbu, qui a 76 945 habitants, qui a 2 circonscriptions. Et il y a évidemment le district de Tchambambassi, qui a 21 800 habitants, qui n'a qu'une seule circonscription. Donc, nous disons que là aussi, quand on se base sur les résultats du dernier recensement, il y a évidemment un certain nombre de choses dont il faut tenir compte et on ne peut plus rester dans l'état des choses. Maintenant, si on regarde au niveau des districts. Au niveau des districts, nous avons, par rapport à ce qui s'est fait depuis, je crois, 2002, nous avons Mvouti, Olombo et Pena qui avaient 2 circonscriptions. Encore que pour les Pena, il y a le facteur des enclavements dont il faut tenir compte. Maintenant, ce qu'il faut retenir, par exemple, par rapport à Malikola, c'est qu'aujourd'hui, Epena a un peu plus de 30 000 habitants. Mais il y a un boom démographique au niveau de Bétou. Bétou a 126 000 habitants. Comment on fait? Est-ce qu'on laisse Epena dans sa structuration actuelle? Ou bien, on doit également tenir compte de ce que le recensement tient compte des résultats officiels du recensement tel qu'ils ont été donnés. Pour l'instant, malgré les questions posées, rien n'a été vu. Bétou a maintenant 126 000 habitants. C'est-à-dire que Bétou a pratiquement plus du triple, sinon le quadruple de la population des Pénats. Comment on fait? Évidemment, il y a un certain nombre de facteurs qui doivent rentrer en ligne de compte, des enclavements, etc., etc. Mais 126 000 habitants, ça devient véritablement quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement lourd. Et quand on a jeté un coup d'œil, aujourd'hui, nous avons Mvouti qui a 19 132 habitants. Nous avons, si nous jetons un coup d'œil sur Olombo, je crois, a un peu plus de 26 000 habitants. Et si nous regardons Epena a un peu plus de 32 000 habitants. Epena a un peu plus de 32 000 habitants. Et Bétou a maintenant 126 956 habitants.
Il y a un problème. Il faut regarder la chose de très près. Youdima a 36 644 habitants. Madingu District a 37 467 habitants. Muyonzi a 37 863 habitants. Makwa a 40 004 habitants, au-dessus de Olombo, qui a maintenant un peu plus de 26 000 habitants. Comment on fait? Donc, à mon avis, il faut que ces choses-là soient regardées d'assez près, d'assez près. Et je note également qu'il y a des districts qui ont, par exemple, le district de Nzambi à 2132 habitants, le district de Mbinda à 3956 habitants, celui de Mungundu Nord à 4710 habitants. Donc, au niveau de la réflexion, il faut que ces choses-là soient regardées de manière assez claire pour que l'on aille, je ne dirais pas qu'on irait vers la perfection, mais qu'on aille vers une équité et qu'on puisse tenir compte, bien sûr, d'un certain nombre de facteurs, mais qu'on puisse réparer un certain nombre de choses. Sinon, ça n'avancerait pas et ça poserait un certain nombre de problèmes. C'est pour ça que nous avons tenu à faire ça. Mais au-delà des aspects sur le découpage électoral, nous tenons à dire que la refonte de la loi électorale, je pense, je ne sais pas si on est prêt à la refaire fondamentalement, mais elle doit tenir compte également de la révision en baisse des taux de cautionnement au niveau de l'élection présidentielle, au niveau des autres élections, au niveau de l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. Des voix se sont déjà élevées pour dire qu'on devrait ramener le taux de cautionnement de 25 à 5 millions. Je crois que c'est déjà quelque chose qui a été retenu à la concertation de Wando. Je peux même considérer que c'était acté et il faut regarder ça. Donc, je crois que lorsque les parlementaires, puisqu'ils ont déjà le dossier, vont l'avoir au niveau de l'Assemblée pour son examen, il faut que tout ça soit regardé de très près et qu'on puisse aller de l'avant. Donc, voilà un peu le tour d'horizon qu'on devait faire à travers l'émission d'aujourd'hui. Maintenant, pour la conclusion, je vais dire ceci. Il y a un certain nombre de choses qui se disent par rapport à l'élection de 2026. Mais je crois que les Congolais devraient être d'accord et unanimes sur un principe. Et ce n'est pas seulement au Congo que ça compte, mais c'est dans le monde entier. C'est celui du respect de la loi. Et il n'y a pas de raison qu'il y ait des partis, qu'il y ait des personnalités qui ne soient pas en conformité avec la loi, mais qui ne prennent aucune disposition pour se rendre conformes à la loi et qui estiment, elles, qu'elles sont conformes à la loi. Les disant, bien sûr, j'épingle de façon claire ce qui se passe au niveau du PCT. La loi, c'est pas Clément Mirassa qui l'a votée, je n'étais pas au Parlement. La loi a été votée par un Parlement largement dominé par les députés et les sénateurs du Parti congolais du travail. Et j'aime bien écouter le président du Sénat dire la loi est votée pour être exécutée. La loi est votée pour être exécutée. Et j'aime également écouter le Premier ministre dire la démocratie, c'est le respect de la loi. La loi, rien que la loi. Et je crois que c'est ça qui est fondamental. C'est pour ça que je suis surpris dans les débats qui a cours aujourd'hui, notamment au niveau du PCT, au niveau de tout ce qui se dit. Je ne sais pas si c'est un problème d'intérêt. Je me rends compte que dans le domaine, il n'y a même plus de possibilités et de pouvoir et de contre-pouvoir, parce que dans tout ça, il n'y a aucun contre-pouvoir. On viole les lois et on fait un certain nombre de choses, mais il n'y a aucun contre-pouvoir pour rappeler à l'ordre, faire établir les choses et faire qu'on aille de l'avant. C'est pour ça que lorsque j'entends les amis du PCT dire jamais on ne pourra les battre, mais je répète, vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Et quand vous n'êtes pas en conformité avec la loi, vous ne devriez pas tenir ce genre de raisonnement. Et c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui a pris un texte pour dire que ceux qui ne sont pas conformes à la loi doivent prendre les dispositions pour se conformer à la loi. Je le dis, je ne suis pas gêné quand je le dis. Mais ce qui se touche aussi bien les partis politiques que les personnalités. Et en tant que personnalité, le président de la République se trouve dans une situation où il a prêté le serment
de respecter et de faire respecter la Constitution. La question que l'on se pose, pourquoi les gouvernants n'expliquent pas aux Congolais pourquoi ils ne respectent pas la Constitution? Pourquoi en la matière, il y a l'impunité et un curieux silence qui est observé? Et comment ça va se passer? Et j'interroge et j'interpelle les gouvernants. Pourquoi voulez-vous qu'en 2026, on aille à une élection hors la loi, alors que nous avons changé de constitution pour faire évoluer les institutions? Dans la nouvelle constitution que nous avons adoptée, il y a les articles 227 et 228 qui instituent un Conseil national de dialogue, organe de réconciliation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation, qui auraient pu, depuis 2015, se pencher sur ces problèmes et essayer de faire que nous allions de façon paisible à l'élection. Mais les acteurs politiques doivent savoir, les Congolais ne veulent plus vivre ce qui s'est passé le 5 juin 1997 jusqu'au 15 octobre 1997. Ils ne veulent plus vivre ça. Et ça, c'est le fait. C'est notre fait, nous, les acteurs politiques. Les Congolais ne souhaitent qu'une chose, vivre dans la paix et dans la quiétude. Mais nous ne pouvons pas avoir devant les populations le discours de la paix et dans notre comportement, avoir un autre visage qui fait que assez que souvent, les Congolais sont angoissés, ils sont dans l'inquiétude, ils se demandent comment ça va se passer. De sorte que l'approche d'une élection, on pense toujours qu'il y a un agenda caché, on pense toujours qu'il y a des choses qui se mijotent. Et j'ai bien aimé le rappel que le président de la République a fait lorsqu'il a parlé de 59, les affrontements fratricides. Tout ça, c'est toujours notre querelle pour l'accession au pouvoir. Pouvons-nous définir des règles pour que nous allions, ou que les citoyens congolais aillent à une élection calmement, qu'ils en sortent calmement, qu'elle se passe de façon transparente, crédible, juste et apaisée, et que le battu puisse féliciter celui qui a été élu en se disant que c'est véritablement le choix des Congolais qui a été fait, et ça a été fait sans tricherie, sans... Regardez le cas de la Guinée-Bissau, où finalement ils ont eu la chance, une commission électorale véritablement indépendante qui n'a pas cédé aux pressions, mais où le processus électoral est interrompu après le vote et au moment où on était au décompte et on allait au résultat. Tout simplement pourquoi? Mais parce que les gouvernants se sont rendus compte que c'est l'opposition qui allait gagner. Si vous faites l'élection parce que vous êtes sûr que c'est vous qui devez gagner, mais ne faites pas l'élection. Prenez d'autres dispositions. C'est le peuple qui choisit. Vous dites que vous avez bien travaillé, vous clamez haut et fort que vous avez bien travaillé, mais vous n'imposez pas votre appréciation au peuple. Le peuple qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Le peuple qui vit ce qu'il vit quand il y a les pluies, quand il y a les érosions. Le peuple qui a des difficultés au niveau des pensions, les hôpitaux, etc. Mais c'est ça l'appréciation du peuple. Mais ce n'est pas vous. Vous ne nous imposez pas. Vous n'imposez pas au peuple votre point de vue. Donc il faut à ce peuple qui, à mon avis, est mature, de pouvoir se prononcer et de prendre des décisions. J'ai voulu faire ce rappel que soit enceinte et que nous suivons calmement. Mais je termine en à prendre en ligne de compte une chose fondamentale. Il faut que nous déroulons conformément que ceux qui sont en violation flagrante des lois et règles, ils doivent être punis. Ce sont des lois que nous avons prises, mais c'est pour les faire respecter. Ce n'est pas pour le plaisir d'une personne. Et c'est pour ça. Moi, ça ne me gêne pas. Il y a les 10 ans, je l'exhorte à ce qu'il soit en conformité avec la loi. Donc, chers téléspectateurs, c'est une scène. Et vous, et je pense que nous aurons un bon thème sur lequel nous allons nous pencher. Je m'excuse un peu parce que je sais que les gens trouvent toujours un peu rébarbatif lorsqu'il y a beaucoup de chiffres. Mais c'est mon monde, les statisticiens. Ils baignent dans les chiffres et chaque fois qu'ils le peuvent, si ça peut apporter une lumière, ça c'est une bonne chose. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre aimable attention et vous dis à bientôt, à la prochaine. Merci.